Quand j'observe le paysage politique africain, j'entends parler de tout et de tout le monde. On disserte sur la longévité de Paul Biya, on analyse la stratégie de Kagame, on débat de la politique de Ouattara, et on suit avec une attention particulière les nouvelles juntes au Sahel. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il y en a un qui traverse les années comme un fantôme. Faure Gnassingbé. Bientôt 20 ans à la tête du Togo, et pourtant, je remarque un silence quasi total à son sujet. Je me demande donc, pourquoi cette discrétion? Pourquoi ce président semble-t-il exister dans un angle mort de la conscience collective? J'ai fait le test moi-même. J'ai tapé Faure Gnassingbé sur les grandes plateformes de contenu. Puis, j'ai comparé les résultats avec ceux que j'obtiens pour Macky Sall, Ibrahim Traoré ou Félix Tshisekedi. La différence, je la trouve saisissante, abyssale. Pour les autres, je vois une pléthore de contenus, des documentaires d'investigation, des discours d'opposants qui deviennent viraux, des reportages critiques, des débats passionnés. Pour Faure Gnassingbé, le paysage que je découvre est radicalement différent. Je ne trouve qu'une succession de vidéos officielles, des discours au ton monocorde et quelques interviews d'opposants. Je ne vois quasiment aucune polémique virale, aucun contenu explosif, aucune enquête qui secoue la toile à son sujet. J'observe que le Togo sous Faure Gnassingbé n'offre que rarement au monde extérieur les images spectaculaires de la répression ou les scandales exubérants qui font les gros titres. La communication du régime, à mon sens, est maîtrisée, sobre, presque conçue pour être ennuyeuse. Cette absence de spectacle politique, je pense, le rend moins attractif pour les médias internationaux. Le résultat est une invisibilité que je crois calculée et qui le protège de l'opinion publique. Pour que je puisse comprendre la nature de son pouvoir, je dois remonter à sa source. Je suis convaincu qu'il n'hérite pas seulement d'un pays en 2005. Il hérite d'un trône, d'un système huilé par 38 ans de règne sans partage de son père, Gnassingbé Eyadema. À mon avis, on ne parle plus ici d'une simple succession politique, mais de l'établissement d'une dynastie, un royaume déguisé en république. Je me souviens que son père avait bâti son pouvoir sur une armée fidèle, un parti-État et un culte de la personnalité. Je vois Faure Gnassingbé comme le pur produit de ce laboratoire du pouvoir. Il a été préparé non pas à gagner une élection, mais à prendre une succession. Son arrivée au pouvoir en 2005, je la qualifie de coup d'État constitutionnel. L'armée, la colonne vertébrale du régime, l'a imposé. Sous la pression, il a dû organiser une élection en avril 2005. Je me rappelle que ce scrutin, que beaucoup ont jugé frauduleux, a débouché sur sa victoire et sur une répression sanglante. Ce bain de sang originel, que j'estime souvent oublié, est pour moi la pierre angulaire de son règne. Il a démontré d'emblée, selon mon analyse, que le pouvoir resterait dans la famille, quel qu'en soit le prix. 20 ans plus tard, je constate qu'il est toujours là. Calme, discret, mais fort de cet acte fondateur. Ce que je constate, c'est que la longévité de Faure Gnassingbé ne repose pas sur une brutalité visible, mais sur un verrouillage méthodique de toutes les structures du pays. Je ne le vois pas comme le dictateur tonitruant, je le vois comme le stratège silencieux, le maître de ce que j'appelle le soft power autoritaire. Quand j'analyse son pouvoir, je vois qu'il l'a verrouillé à plusieurs niveaux. D'abord, l'armée, qui lui reste, à mon sens, entièrement dévouée. Ensuite, les institutions. Je note que la Cour constitutionnelle et la Commission électorale sont composées de loyalistes, ce qui rend toute contestation légale vaine. Pour moi, l'exemple le plus flagrant de cette manipulation est la réforme constitutionnelle de 2024. J'ai vu comment, d'un trait de plume, le pays est passé à un régime parlementaire. Je considère cette manœuvre comme un coup d'État constitutionnel qui lui permet de s'affranchir de la limite de mandat et de se maintenir potentiellement au pouvoir à vie. Enfin, j'observe que l'opposition est systématiquement neutralisée, divisée, cooptée ou écrasée par des tracasseries judiciaires. Je me demande alors, pourquoi cette absence de contestation massive? La réponse, selon moi,
réside dans une peur qui n'est pas toujours spectaculaire, mais que je perçois comme omniprésente et paralysante. La répression au Togo, telle que je l'analyse, est discrète mais chirurgicale. Je vois que les journalistes critiques sont intimidés ou poussés à l'exil. Je sais que les activistes sont arrêtés et que les manifestations sont étouffées, comme celles de 2017 à 2018 qui ont été brisées par la force. Ce que j'observe, c'est que cette répression constante, même à bas bruit, installe un climat délétère. Il ne s'agit pas seulement de la peur d'être emprisonné. C'est une peur plus diffuse que je décris. Peur de perdre son emploi, de subir des contrôles fiscaux, de ne pas obtenir un document. J'appelle cela une culture de l'autocensure. On apprend à ne pas parler, à peser chaque mot. Je crois que ce climat est renforcé par la mémoire collective des violences passées. Le message que je décode est clair. Le régime ne tolérera jamais d'être menacé. Cette atmosphère, à mon avis, engendre la fatigue et la résignation, expliquant pourquoi le nom de Faure Gnassingbé est devenu un tabou politique. Je pense que la force de Faure Gnassingbé réside dans sa capacité à être une ombre sur la scène internationale. Ce que je vois, c'est qu'il ne crie pas, ne s'agite pas, ne provoque pas. Au contraire, je le vois se positionner en partenaire fiable, en garant de la stabilité. Il envoie des troupes, propose ses services de médiateur. Pour moi, cette posture de bon élève lui offre un bouclier diplomatique. J'ai l'impression que les partenaires internationaux, focalisés sur la sécurité, préfèrent fermer les yeux sur le déficit démocratique au Togo. Je crois qu'un régime autoritaire stable est souvent perçu par eux comme un moindre mal. En évitant les déclarations fracassantes, je constate qu'il n'offre aucune prise facile à la critique. Il est dans la même pièce que les autres, mais j'ai le sentiment que personne ne le voit vraiment pour ce qu'il est, le dirigeant d'une des plus anciennes dynasties autoritaires du continent.